Bonsoir, Sandrine Rouleau, secrétaire générale de l'Association française des polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 22e salon de la polyarthrite. Le salon est placé sous le haut patronage de M. Emmanuel Macron, président de la République, sous le patronage du ministère de la Santé et de la Prévention, et il est parrainé par la Société française de rhumatologie. Alors, le salon a commencé lundi et vous êtes très nombreux à assister à nos conférences. Je vous en remercie. J'espère que vous prenez le temps aussi de visiter la plateforme du salon, de découvrir les différents espaces thématiques qui vous sont proposés, de découvrir quels sont nos partenaires et même de nous laisser un message sur le livre d'or. Sur la plateforme du salon, vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir notre association, nos missions, nos actions, notre fonctionnement. Savez-vous par exemple que 77% des ressources que nous collectons viennent des particuliers? Ce sont donc vos dons, vos cotisations qui nous permettent de mener nos actions. Alors, je peux que vous inciter à adhérer à l'association, d'une part parce que cela nous permet de vous aider et d'aider toujours plus de malades, mais aussi, plus nous serons nombreux, plus nous pourrons porter fort la parole des personnes atteintes d'un rhumatisme inflammatoire chronique auprès des professionnels de santé, mais aussi auprès des pouvoirs publics. Nous pourrons les alerter des difficultés que vous rencontrez au quotidien, des délais de rendez-vous qui s'allongent, des difficultés d'accéder à un médecin traitant, à des spécialistes. On pourra aussi les alerter sur les pénuries de médicaments et leur faire part des craintes que vous avez par rapport à ces situations. En adhérant cette semaine sur le salon, vous recevrez la dernière revue de Polyarthrite Info, notre magazine trimestriel, qui parlera des craintes des malades, de leur maladie et des traitements, ainsi qu'un joli sac en tissu comme cadeau. Et maintenant, place à la conférence. Vous allez pouvoir poser vos questions en direct en utilisant le chat. Attention, si vous êtes en mode plein écran, il est possible que le cadre pour écrire votre question ne s'affiche pas. Quittez alors le mode plein écran. Lors de la première conférence du salon, le professeur Roux vous a parlé de l'importance du traitement de fond dans les rhumatismes inflammatoires chroniques. Mais vous avez entendu aussi que vous avez un rôle à jouer, bien sûr, en prenant votre traitement, mais pas seulement. Par exemple, le professeur Fautrel vous a parlé de l'hypnose thérapeutique ou encore de la méditation pleine conscience pour réduire la douleur. Hier, le professeur Richette a insisté sur l'importance de l'arrêt du tabac. Chaque malade a des moyens d'agir sur son rhumatisme inflammatoire chronique. Pour en faire le tour, nous avons invité le docteur Fabre, rhumatologue à la clinique Beau Soleil. Bonsoir, docteur Fabre. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir proposé de participer à toutes ces conférences que vous proposez pour les patients. Je suis très contente. Eh bien, nous aussi. Alors, docteur Fabre, dites-nous de quelle manière le malade peut, au quotidien, s'impliquer dans sa prise en charge et agir sur son rhumatisme inflammatoire chronique. Alors, est-ce que c'est possible que je partage mon écran? Oui, tout à fait. Allez, ok, c'est parti. Donc, j'avais préparé des diapositives. Donc, je pense que ça va marcher. Ça y est, ça s'affiche. Oui, Sandrine, super. Alors, moi, je suis rhumatologue à la clinique mutualiste Beau Soleil, donc c'est à Montpellier. Et donc, c'est un établissement un peu comme un hôpital, c'est-à-dire qu'on tient beaucoup aux soins sans dépassement d'honoraires, voilà. Et cette présentation, elle est faite aussi avec la participation de l'AFP-GRIC, parce que vous le verrez, je travaille beaucoup avec Nadine Nadal, qui est déléguée de l'Hérault. Et on travaille avec l'association Coordination RIC-Sud, et en fait, on est en lien avec des rhumatos de ville, le CHU de Montpellier et la clinique Beau Soleil.
Alors, l'idée, c'était comment agir. Alors, aujourd'hui, il y a un arsenal, un important arsenal thérapeutique disponible dans les rhumatismes inflammatoires chroniques, beaucoup de traitements. Et l'idée, c'est pas de remplacer ces traitements, mais il y a plein de choses que vous pouvez faire pour agir en complémentarité avec ces traitements, pour être encore plus efficace. Et vous verrez, pour préserver aussi votre traitement certaines fois. Et tout ça, l'objectif, c'est de mieux vivre la maladie et les traitements au quotidien. Alors, pour la première chose que je voulais évoquer, revenir un petit peu aux choses toutes simples que vous savez sûrement déjà, mais je voulais parler de cette balance de l'immunité qui est déséquilibrée quand on a un rhumatisme inflammatoire. Normalement, cette balance, quand on n'a pas de rhumatisme, elle s'active pour qu'il y ait des protéines pro-inflammatoires, pour par exemple tuer un virus, tuer une bactérie, et ça crée de l'inflammation. Et quand on a un rhumatisme inflammatoire chronique, on n'a pas de bactéries, on n'a pas de virus, et notre immunité est déséquilibrée parce qu'elle fabrique de l'inflammation alors qu'elle ne devrait pas en faire. Et c'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune, parce que cette inflammation, en plus, elle va se retourner contre nous-mêmes, contre nos articulations. L'objectif des médicaments, c'est de rééquilibrer la balance. Alors, j'ai écrit exprès TNF, alpha, IL-17, IL-6, parce que c'est des choses dont on entend beaucoup parler. Ben, évidemment, il y a un excès de ces protéines de l'inflammation. Et il paraît logique de fabriquer des anti-TNF-alpha, des anti-IL-17, et on enlève un peu de poids de la balance, et la balance se rééquilibre. Mais en fait, il n'y a pas que les médicaments pour agir sur sa balance, c'est-à-dire que vous, il y a des choses que vous pouvez faire au quotidien pour agir sur cette balance déséquilibrée. Alors, pour comprendre comment agir sur cette balance déséquilibrée, là, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup en atelier d'éducation thérapeutique. En fait, il faut d'abord comprendre comment ça fonctionne un rhumatisme et peut-être on va revenir même au départ, qu'est-ce qui a pu causer au départ la maladie. Donc, évidemment, les rhumatismes inflammatoires chroniques, il y a plein de maladies différentes. Donc, selon qu'on a une polyarthrite rhumatoïde, une pseudopolyarthrite rhizomélique, une spondylarthrite, un rhumatisme psoriasique, un lupus, une maladie de Horton, et je suis désolée pour ceux que je ne cite pas, mais quelque part, tout le monde est concerné par ce schéma qui résume un peu les causes. Alors, si je prends plus des rhumatismes inflammatoires chroniques type polyarthrite ou spondylarthrite, bien, au cœur du schéma, vous avez, donc je vais essayer de prendre une petite annotation. Alors, je vais prendre, qu'est-ce que j'aime bien, un marquage. Ah non, j'aime bien dessiner. Voilà, alors je vais dessiner un petit peu. Et en fait, au cœur du schéma, vous avez une articulation. Le côté gauche de l'articulation, c'est une articulation normale avec en rouge, que je surligne en vert, la synoviale, et l'espace articulaire qui est en beige. Et si je prends une autre couleur, par exemple rose, eh bien là, vous avez l'articulation anormale dans le cadre du rhumatisme, et en particulier la polyarthrite, où la synoviale devient très gonflée, très inflammatoire, comme si elle avait été piquée par un moustique. Elle devient rouge, chaude, douloureuse, inflammatoire, et elle va aller même grignoter l'os et faire des érosions. Alors, qu'est-ce qui peut créer cette inflammation de l'articulation ? Eh bien, en fait, l'étiologie unique, elle n'est pas connue, mais on sait qu'il y a plein de choses qui jouent, et toutes les choses qui jouent, c'est les cases que j'ai mis. Alors, la première chose qui joue, c'est la génétique. C'est-à-dire qu'il y a des prédispositions génétiques qui vont... Pardon, tout le monde ne va pas faire une polyarthrite rhumatoïde. Il y a un terrain génétique qui est prédisposant. Alors, c'est différent de la mucoviscidose. La mucoviscidose, si vous avez le gène de la mucoviscidose, vous avez la maladie, vous avez la mucoviscidose. Alors que dans la polyarthrite rhumatoïde, vous pouvez avoir un HLA-DR4, un HLA-DR1. Vous avez un terrain prédisposé à ce qu'un jour, votre immunité se déséquilibre. Quand vous avez une spondylarthrite, c'est plutôt le terrain HLA-B27 ou le fait que dans la famille, il y ait du psoriasis. Ça, c'est un terrain génétique commun avec le psoriasis. Alors, si on prend un peu des proportions, quand on a des vrais jumeaux dans la polyarthrite, il y a 15 à 30% des gens qui ont une vraie quand on est des vrais jumeaux
que quand l'un l'a, l'autre peut l'avoir dans 15 à 30% des cas, vous voyez bien que ça ne fait pas tout. Et dans la spondylarthrite, ça peut monter à des taux un peu plus importants. Alors après, ce qui va jouer, c'est aussi l'environnement. Alors l'environnement, c'est quoi? C'est où on vit. Il peut y avoir des agents infectieux, des bactéries, des virus peut-être. Il y a des choses qu'on connaît, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Les choses qu'on connaît, c'est la parodontite chronique. Je vais y revenir après. Donc une infection chronique des dents. Il y a le tabac. Le tabac, on va le voir après, peut favoriser aussi le rhumatisme. Alors, après, il y a l'immunologie. Sur la gauche de ma diapositive, on n'a pas tous la même immunologie. Et il y a des immunologies qui se déséquilibrent plus facilement. Et enfin, il y a tout ce qui est hormonal. Vous savez sûrement que la polyarthrite, ça touche plus les femmes que les hommes, donc il y a un rôle des hormones. Et par contre, la spondylarthrite, ça touche plus les hommes. Donc, il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'hormonologie. Alors, il faut que je prenne ma petite gomme, parce que ça, c'est un truc de zoom. Quand on commence à faire des dessins, ça reste partout. Alors, ma petite gomme, elle est là. Hop, hop, hop. Alors, moi, j'aime bien dessiner un bol qui a différentes couches, différentes strates, qui représentent les causes de la maladie. Et la petite flèche en bleu en haut, c'est quand ça déborde. Quand ça déborde, c'est-à-dire que la maladie commence. Donc, la part de génétique, ce n'est pas la même épaisseur pour tout le monde. Le rôle de l'immunité, en bleu, il y a peut-être l'environnement, si vous fumez, si vous avez une infection dentaire, et puis il y a des choses qu'on ne connaît pas. Et un jour, un gros stress qui peut être un stress personnel, on est licencié, on perd quelqu'un de proche, un stress, infection, on a un Covid, et tout d'un coup, la maladie, l'immunité se déséquilibre et on rentre dans la maladie. Alors, comment agir là-dessus? Évidemment, quand on repense au schéma que je viens de vous présenter au tout début, on se dit l'environnement, peut-être qu'on peut agir dessus, les agents infectieux. Eh bien oui, on peut traiter la parodontite chronique. Alors même si alors la bactérie qui est en jeu, c'est Porphyromonas gingivalis. Alors, il agit sur deux choses. C'est que d'abord, il peut être un agent causal, c'est-à-dire que vous n'avez pas de maladie, vous avez une gingivite chronique, et sur plusieurs années, cette bactérie-là peut favoriser l'apparition des anticorps anti-CCP. Donc, dans la polyarthrite rhumatoïde, ça peut être un agent causal. Mais bon, quand on a la maladie, c'est quand même intéressant parce que même si on a commencé la maladie, cette infection chronique, elle aggrave l'activité de la maladie. Donc, là où vous pouvez agir, c'est en traitant cette gingivite chronique. Ça permet de diminuer l'activité de la maladie et peut-être que vous aurez besoin de moins de traitements immunosuppresseurs. Donc, comment j'agis? J'agis en traitant la parodontite chronique et on peut peut-être prévenir même les choses en se disant tiens, j'ai un suivi dentaire tous les 6 mois ou tous les ans, même si je n'ai pas d'infection. Alors, toujours sur cette case environnement, comment je peux agir? Le tabac. Alors, si on essayait de se faire aider pour diminuer, arrêter le tabac, alors moi, je ne veux surtout pas que vous vous mettiez des poids sur les épaules en culpabilisant, vous dire « Ah là, c'est de ma faute, je fume ». Enfin, je veux dire, il y a plein de choses dans la vie. Si vous fumez, il y a peut-être des événements de vie qui font que vous avez besoin du tabac. Et voilà. Donc, il ne faut pas culpabiliser. Il faut dire est-ce que je peux faire quelque chose pour diminuer ma consommation? Et si je ne me sens pas le courage, est-ce que je peux aller voir un professionnel pour m'aider à en discuter et à me faire accompagner? Alors, pourquoi? Ce schéma, il vous paraît peut-être un peu complexe, mais en fait, je vais vous l'expliquer. Alors, je vais reprendre mes petites annotations colorées. C'est hyper intéressant. C'est une étude qui a regardé la partie basse. Je vous mets une petite flèche rose. Ici, c'est les gens qui ne fument pas du tout, les no smoke. Et ici, complètement à droite, c'est les gens qui fument beaucoup. Par exemple, un paquet par jour depuis 20 ans. Et dans la partie, l'autre partie de mon schéma, c'est la présence ou pas d'un gène HLA-B27, d'un gène HLA prédisposant dans la polyarthrite, la partie orange. Donc, tout au fond, c'est ceux qui ont 2 gènes prédisposants et tout devant, c'est ceux qui n'ont pas du tout de gènes prédisposants. Et enfin, vous voyez, alors maintenant, je prends... alors, je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre par exemple le vert. Vous voyez que les gens qui ne fument pas du tout et qui n'ont aucun gène de prédisposition, ils ont très peu de risque d'avoir une polyarthrite rhumatoïde. Ceux qui ne fument pas du tout et qui ont 2 gènes prédisposants, ils ont quand même, vous voyez la barre du fond tout en blanc, ils ont plus de risque d'avoir la polyarthrite. Alors, si en plus vous ajoutez le facteur tabac, là, c'est une explosion de risque. Alors, Madame Rollo, je fais quand même le point avec vous pour voir si vous m'entendez bien
Et si ce que j'explique vous paraît clair? Oui, oui, on vous entend, on voit bien le schéma, on voit bien vos dessins, tout est parfait, merci. Très bien. Bah, merci beaucoup. Donc, vous voyez que si vous vous faites accompagner, eh ben, donc là, je parle du risque de développer une polyarthrite. Alors, ça peut être intéressant si vous avez une polyarthrite, de vous dire comment je peux agir pour mes enfants. Ça ne sert à rien de doser les gènes. Ce qui peut les aider, c'est de dire, bah, si tu t'inquiètes, si tu as peur d'avoir une polyarthrite comme moi, il y a un truc sur lequel tu peux agir, c'est ne fume pas. Ou si tu fumes, fais-toi accompagner mon enfant ou mon petit-fils ou ma petite-fille pour peut-être arrêter de fumer et tu auras moins de risque de développer une polyarthrite. Donc ça, c'est dans le côté causal. Alors, si je continue, alors je vais effacer mes petites annotations, puis ça nous donne des temps de respiration. Hop, hop, hop. Voilà. Et maintenant, si je continue, pas sur les causes, mais sur... je n'ai pas fait de schéma pour ça, mais donc là, c'est sur les causes. Mais sachez qu'en plus, quand vous fumez, c'est comme la parodontite chronique. Si vous avez une polyarthrite rhumatoïde, le fait d'arrêter de fumer, ça diminue l'activité de votre maladie. Donc, c'est et dans l'agent causal, parce que le tabac aussi favorise les anticorps anti-CCP, mais aussi sur entretenir l'inflammation. Alors, je continue. Alors, on peut agir sur des éléments. Donc, je vous ai parlé de l'environnement qui étaient des éléments de causalité, mais aussi d'activité. Et il y a d'autres éléments sur lesquels vous pouvez agir qui ne sont pas forcément en cause du début de la maladie, mais qui peuvent agir sur l'activité. Alors, c'est le tissu graisseux. En fait, le tissu graisseux, il est facteur d'inflammation. Alors, selon les maladies, ça joue un peu dans la polyarthrite, encore plus dans les spondylarthrites. Et dans certaines spondylarthrites, en particulier le rhumatisme psoriasique, ça joue énormément, vous allez voir. Alors, je vous ai pris comme étude, alors ça, c'est aussi des choses que je discute quand je fais des ateliers d'éducation thérapeutique. Premièrement, je veux parler de l'alimentation sur le risque de développer un rhumatisme. Donc là, c'est par exemple des choses que vous pourriez dire à vos enfants ou à vos petits-enfants. Et bien, en fait, sachez que l'obésité favorise le risque de rhumatisme. Si vous avez le BMI, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'IMC en France, c'est l'indice de masse corporelle. Et quand on est en bonne santé, on peut avoir un IMC supérieur à 18,5. Quand ça dépasse 25, on dit qu'on a un petit peu d'embonpoint. Et après, au-dessus de 30, eh ben, on est en obésité. Et plus ça monte, et plus la gravité de l'obésité monte. Et en fait, il y a une étude de gens qui avaient une polyarthrite rhumatoïde. Ils ont étudié 400 000 personnes, et ils ont donc 13 000 personnes qui avaient une polyarthrite rhumatoïde. Et ils ont vu que chez les patients obèses, il y avait plus de risques d'avoir une polyarthrite rhumatoïde. Le risque, il est augmenté de 25%, et c'est toujours plus la femme que l'homme. Et dans le rhumatisme psoriasique, ils ont vu que ce risque, il était encore plus important. Alors, je ne l'ai pas exprimé de la même manière, mais vous avez 7 fois plus de risque d'avoir un rhumatisme psoriasique si vous avez une obésité que si vous n'en avez pas. Alors maintenant, si je parle de l'activité de la maladie, donc là, ce n'est plus la cause, mais quand vous avez un rhumatisme, comment vous pouvez agir? Alors là, il y a une étude qui est assez parlante. On a pris des patients qui avaient un rhumatisme psoriasique et on a regardé comment était l'activité de la maladie en fonction de la perte de poids. Et c'est des... Alors, on a plus de chances d'avoir une activité minimale de la maladie, plus on perd du poids. Donc, sur le schéma, si vous perdez moins de 5% de poids, ça n'a pas d'impact sur l'activité de la maladie. Et si vous perdez complètement à droite plus de 10% du poids, vous avez des chances d'atteindre une faible activité de la maladie dans 60% des cas. Donc, ça vous encourage à agir. Et à agir, ce n'est pas culpabiliser, c'est se faire accompagner. Moi, je le vois bien. Il y a des patients, ils ne mangent pas grand-chose et ils sont en surpoids. Et je vois des gens qui mangent énormément, n'ont pas de sport, ils sont maigres comme un clou. Et je vois aussi des femmes, elles sont un peu en surpoids, et des fois elles changent soit de pilule, soit de moyen de contraception, soit il y a la ménopause qui arrive, et sans changer leur alimentation, elles perdent ou elles prennent beaucoup de poids. Donc culpabilisez pas, et vous pouvez avoir un métabolisme différent, mais il y a des choses qui peuvent vous aider à gérer votre poids.
On n'est pas tous égaux, malheureusement. Alors, j'ai parlé du tissu graisseux, le premier point de cette diapositive. Le deuxième point, les infections chroniques qui sont silencieuses et qui fatiguent aussi. Mais elles peuvent aussi un peu jouer sur l'inflammation chronique. Donc, je vous cite un exemple, il peut y en avoir d'autres, c'est les abcès dentaires chroniques. Vous savez, tout d'un coup, on se réveille un matin, on a une rage de dents, mais l'abcès, il n'est pas venu du jour au lendemain. On peut avoir un abcès dentaire chronique qui ne fait pas spécialement mal, et c'est ça qu'on appelle les granulomes quand on fait une radio des dents. Eh ben, c'est hyper important de s'occuper des dents et de traiter ça parce que ça peut ajouter de l'inflammation et ajouter de la fatigue. Alors, troisième point, c'est la sédentarité et l'activité physique. Eh bien, ça a un effet prouvé sur l'immunité. Si on vous fait une prise de sang, qu'on évalue l'activité de vos globules blancs, qu'on vous fait aller pédaler pendant une demi-heure, une heure sur un vélo, et on refait une prise de sang, et on évalue l'activité de vos globules blancs, alors ça, on peut l'évaluer avec les récepteurs qu'ils expriment à leur surface avec de la cytométrie de flux, eh bien, on voit qu'après une activité physique, eh bien, ils sont activés et ils vont rééquilibrer votre immunité. Et c'est la même chose pour des gens qui ont eu des cancers du sein. Il y a des études qui montrent que si les gens font régulièrement de l'activité physique, ça active leur immunité et ils font moins de risques de récidive et de métastase. Et probablement parce que leurs globules blancs sont hyper activés et vont tuer la moindre cellule tumorale qui passe. Donc, pour résumer cette deuxième partie, ben, j'agis en me faisant aider pour perdre du poids, en ayant un suivi dentaire régulier et en ayant une activité physique. Et aujourd'hui, il y a plein de choses. Il y a les activités physiques adaptées qui peuvent être prescrites par votre médecin traitant et vous avez des actions qui peuvent se faire dans les cadres de programmes d'éducation thérapeutique. Alors, je continue. Alors, maintenant, je change complètement de chapitre. Je me suis dit que c'était bien de parler d'agir pour préserver mes médicaments. Là, avant, je vous parlais de comment agir pour agir en complémentarité avec mes traitements. Mais il y a aussi, je vois des fois des gens qui ont une maladie active parce qu'ils n'ont pas fait gaffe et ils sont obligés d'arrêter leurs médicaments qui marchent bien, leurs immunosuppresseurs. Alors, pour préserver son traitement, il y a 3 choses qu'on peut faire. C'est éviter les infections. Parce que si on a une infection, des fois, on est obligé d'arrêter son immunosuppresseur. Par exemple, quand on jardine, il faut mettre des gants pour ne pas se couper. Les rosiers aussi, ça peut faire des infections très spécifiques. Il faut tout de suite savoir réagir si on a un risque infectieux. Par exemple, je me fais arracher une dent, j'en parle à mon dentiste et je prévois une couverture antibiotique. Si je me fais mordre ou griffer par un animal, tout de suite, je vais voir le généraliste parce que même si on n'a pas d'immunosuppresseur, si on se fait mordre par un animal, il faut prévoir des antibiotiques parce qu'il y a aussi des infections très spécifiques. Et puis, un truc tout bête, c'est être vacciné, être à jour. Donc là, on est dans la période Covid. Vous n'avez peut-être pas forcément peur d'avoir un Covid sévère parce que, en général, les traitements des rhumatismes, ça ne favorise pas les Covid sévères, sauf quelques exceptions. Mais bon, si on a le Covid, on est obligé de les arrêter. Donc, ça peut être quelque chose qui vous motive à mettre vos vaccins à jour. Le deuxième point, c'est savoir comment faire en cas de chirurgie, en cas de soins dentaires. Parce qu'entre vous et un chirurgien, moi, je sais qui est-ce qui connaît le mieux les choses, c'est vous. Vous savez, en général, si vous avez une biothérapie, qu'il faut l'arrêter avant, qu'il faut une couverture antibiotique. Et ça m'arrive des fois de voir des gens opérer et l'orthopédiste, tu leur dis, non, vous pouvez le garder. Non, en fait, c'est vous qui savez, ce n'est pas forcément le chirurgien orthopédiste. Et si vous ne savez pas, il y a des fiches faites par la FPRIC qui sont géniales, que moi, je distribue souvent aux patients. Et enfin, troisièmement, c'est savoir quelle surveillance faire pour mon traitement. Par exemple, je ne sais pas, quand on est sous méthotrexate, on sait que régulièrement, il faut faire tous les 3 mois ou tous les 6 mois une prise de sang pour vérifier le bilan hépatique. Et si on le fait, ça évite d'avoir des hépatites. Et si ça monte un peu, on adapte le traitement, on n'est même pas obligé de l'arrêter. Donc, tout ça, c'est fait pour que les choses se passent bien. Donc, j'agis en m'informant et on se fait aider par les associations en prévenant les infections, en prévenant les effets secondaires. Alors, je continue. Je ne sais pas où j'en suis, Madame Rollo, pour le temps. Bon, vous avez encore une dizaine de minutes. Ah, super. Alors, comment j'agis alors là, c'est un 3e volet. Donc, j'avais un premier volet. Je répète, mais pour que vous ayez les idées claires à la fin. Le premier volet, c'était, j'ai des traitements ou pas, mais en dehors des médicaments, je peux agir directement sur l'immunité en faisant plein de choses. Le deuxième volet, c'était, j'ai des traitements immunosuppresseurs et en fait, j'ai plein de choses que je peux faire pour les préserver. Et le 3e point, c'est comment agir pour mieux vivre ma maladie et mes traitements. Parce que moi, je vois plein de gens qui, des fois, sont traités, ça marche,
Et en fait, ils sont malheureux, ils ne sont pas bien avec eux-mêmes parce qu'ils vivent mal le fait de prendre ces traitements. Alors, je reprends des mots, tout le monde ne le vit pas comme ça. Il y a des gens qui disent, ah ouais, moi, chaque fois que je me fais ma piqûre, ça me déchire parce que j'ai l'impression que je m'injecte quelque chose de toxique. Tout le monde n'est pas comme ça, mais il y a des gens et qui le font et à chaque fois, c'est douloureux pour eux. Et ben, je me dis que pour être mieux, ben, c'est de travailler aussi pour être mieux en cohérence. Moi, je dis souvent aux gens, il y a deux personnes en vous. Il y a la personne euh, technicienne qui a été convaincue par son médecin peut-être ou ses soignants qu'il faut prendre le traitement. D'ailleurs, cette personne a fait sa piqûre. Donc, il y a la personne, entre guillemets, de raison, mais c'est-à-dire qui raisonne. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elle a raison, mais qui raisonne, qui se dit, bon, bah, ok, j'ai un déséquilibre de l'immunité, je prends un traitement immunosuppresseur. Et puis, il y a la personne émotionnelle qui peut être fragilisée aussi par tout ce qu'on entend, par l'entourage. Ah, mais tu te fais cette piqûre, c'est mauvais pour toi. Quand on entend des trucs à la télé ou à des moments qui peut douter dans sa vie, qui se sent fragilisé, mais est-ce que tout ce que je fais, ça ne va pas me faire du mal au long cours? Donc, cette personne émotionnelle, eh ben, je pense que ces deux personnes, il faut qu'elles soient en accord. Et on peut être en accord à certains moments et pas l'être à d'autres moments. Et ben ça, il faut prendre soin de ça. Et moi, c'est ce que je dis, c'est prendre soin du corps et du cœur. C'est-à-dire que si émotionnellement, on n'est pas en accord avec ce qu'on fait, eh ben, le cœur, il a un peu mal. Et pour ça, eh ben, peut-être en parler à son médecin, c'est hyper important. Mais moi, je pense que les soignants, ce n'est pas toujours les mieux placés. Et je pense qu'il faut prendre le temps d'échanger avec les pairs. C'est drôle parce que quand j'étais un jeune docteur, je raisonnais avec les gens. Ils me disaient, bah oui, oui, je comprends, docteur. Et puis j'insistais, j'essayais de les convaincre, mais ils ne prenaient pas les médicaments. Et par contre, je ne les engueulais pas. Mais je ne comprenais pas pourquoi ils ne les prenaient pas. Alors, parce qu'ils avaient tout compris, on avait passé une demi-heure à discuter. Et j'ai commencé à faire de l'éducation thérapeutique. Et ce qu'on avait discuté en consultation, il leur a fallu un atelier en parlant avec des pairs qui ont dit la même chose que ce que j'avais dit, mais la différence qui change tout, c'est que la personne qui l'a dit, elle l'a vécu. Et moi, en tant que soignante, je ne l'ai pas vécu. Et on m'envoie plein de patients pour faire des ateliers d'éducation thérapeutique qui sont bloqués sur la prise des traitements. Ils ont tout compris, mais ils n'y arrivent pas. Et ils font un atelier avec les autres patients et ça se débloque. Parce qu'ils se sont rendus compte que les autres, ils se posent les mêmes questions, qu'ils ont eu les mêmes peurs, que c'est normal, et qu'ils voient un patient qui a commencé la maladie il y a 10 ans, qui a mis 3 ans à se décider, et puis maintenant ça se passe bien, ou alors un patient qui a eu un effet secondaire, et puis il l'a géré, il a arrêté son traitement, il en a pris un deuxième, et le deuxième traitement, il n'a pas eu d'effet secondaire. Et en fait, il parle de la vraie vie, et ça se débloque. Et après aussi, le fait de parler entre pairs, en fait, après, c'est le troisième point, on ose parler avec ses soignants, on ose dire ce qu'on pense, on ose dire qu'on n'est pas d'accord, on ose dire qu'on a peur, on ose dire sans se faire engueuler que, bah oui, docteur, vous avez raison, et puis j'allais bien, mais là, pendant 6 mois, j'ai eu envie d'arrêter mon traitement. Puis c'est revenu, j'avais besoin d'expérimenter ça. Et on est plus en confiance pour le dire. Et puis, si son soignant, il nous engueule, il me dit, mais vous n'avez pas à m'engueuler. Il y a plein de patients qui font ça et j'avais besoin de l'expérimenter. Et donc, j'agis comment? En adhérant à des associations pour avoir d'autres expériences et en participant à des programmes d'éducation thérapeutique. Moi, j'y crois énormément pour mettre en accord cette raison, ce raisonnement, les informations qu'on a collectées et en même temps ce qu'on est avec nos expériences familiales, nos peurs, nos représentations. Et en participant à des programmes d'éducation thérapeutique, on a plein de façons d'agir là-dessus. Alors, pour conclure là-dessus, moi, je vais juste vous parler, si je peux encore, Madame Rollo, sur les expériences qu'on a à Montpellier. Donc, en quelques mots, un programme d'éducation thérapeutique, c'est une équipe et ce n'est pas que des soignants. Nous, on a plus de patients experts que de patients dans notre équipe, que de soignants, pardon, dans notre équipe. Des ateliers pour vous aider à mieux comprendre. Ça commence quand même par la compréhension des choses sur vos maladies, vos traitements. Pour mieux la vivre au quotidien, savoir gérer les petits trucs, je me fais opérer, je me fais arracher une dent, et échanger avec d'autres patients. Et en plus, ce qui est super, c'est que vous avez le choix. On ne vous dit pas, comme d'habitude, prenez tel truc, faites telle prise de sang. On vous propose des choses et vous faites les ateliers qui vous plaisent et pour lesquels vous êtes prêts à participer. Donc, nous, comment ça se passe? Alors, nous, on a beaucoup évolué. Au début, on avait un programme que sur les rhumatismes inflammatoires chroniques.
Donc ça, c'est la partie droite de la diapositive. Je vais reprendre mon petit marqueur en vert. Donc il y avait les rhumatismes inflammatoires chroniques ici. Et en fait, en évoluant, on s'est rendu compte que c'était vachement bien aussi que les patients partagent avec des patients qui n'avaient pas la même maladie. Alors, en particulier, nous, on travaille beaucoup avec l'équipe d'endocrinologie. Et on a aussi des patients qui peuvent avoir une maladie de Crohn, une rectocolite, des patients qui ont une maladie de Parkinson. Et en fait, on a des ateliers qui sont communs. Donc, les ateliers communs, ça va être des ateliers sur l'alimentation, ça va être des ateliers d'activité physique adaptée, des ateliers par l'assistante sociale sur le droit et le travail, sur parler du vécu de la maladie. Et après, on va avoir des ateliers plus spécifiques des rhumatismes et du diabète. Alors, dans les rhumatismes, c'est les traitements immunosuppresseurs, les causes de la maladie. Il y a certaines activités physiques qui sont spécifiques et on la passe dans le diabète. Et par contre, dans le diabète, ils vont parler des pieds, des plaies du pied, de l'hypoglycémie. Alors, évidemment, si on a et un rhumatisme et un diabète, eh ben, on peut participer à tout, mais voilà. Alors, en gros, sur les ateliers, il y a 3 choses qu'on fait. On fait des ateliers sur informer, comprendre, comme par exemple la diapositive que j'ai prise sur les causes. On a des ateliers sur parler des émotions, le vécu. Donc, il y a un atelier avec la psychologue où on part. Il y a des ateliers d'écriture avec une patiente experte qui s'appelle Fosia. À un moment donné, on a fait de l'art-thérapie, de la musicothérapie, donc tout ce qui est de l'ordre, ce que j'appelle du cœur des émotions. Et un 3e volet, on a des activités physiques adaptées pour son corps, retrouver son corps, parce qu'on n'ose plus aller dans des clubs, parce qu'on a honte ou on a peur de ne pas savoir faire, et on fait du pilates, du yoga et du cardio-training et des étirements. Donc voilà un petit peu tout ce que vous pouvez mettre en place et pour aller mieux. Donc, je crois que je passe à ma dernière diapositive. Alors, tout ça, ça se fait donc avec Bérangère Coestier, qui est la médecin coordinatrice du programme Maladie chronique. Et moi, je suis co-coordinatrice du programme Maladie chronique et du programme Rhumatisme. Et je coordonne le programme Rhumatisme avec Nadine Nadal, qui fait partie de la FPRI. Et voilà, tout ça, c'est pour mieux comprendre son traitement, être actif, être acteur. Et je pense que ça va bien avec la conférence de ce soir. Et tout ça, c'est pour aller mieux. Bon, je crois que j'ai terminé. Je peux revenir sur des diapositives si vous voulez. En tout cas, merci pour votre attention et je suis prête à répondre à toutes vos questions. Alors, merci beaucoup, Dr Fabre, pour cet exposé. Merci d'avoir à la fois expliqué aux patients comment ils pouvaient agir sur leur maladie, hein, mais aussi de comprendre pourquoi vous donniez ces conseils. Et ça, je pense que c'est important parce que ça c'est sûrement une source de motivation supplémentaire à changer certains comportements. Et puis, je voudrais un peu rebondir sur effectivement l'intérêt de parler à d'autres malades, d'échanger entre malades. C'est sur cette c'est sur cette valeur fondamentale à l'association que 3 femmes polyarthritiques en 1988 ont créé l'association parce que elles ont bien senti que c'était entre malades, les échanges entre malades qui étaient aussi bénéfiques et qui les aidaient à avancer dans leur maladie. Voilà. Donc, merci beaucoup. Donc, effectivement, nous avons reçu de nombreuses questions. Alors, on me demande aussi comment dire, des informations sur votre programme d'éducation thérapeutique ou sur des programmes d'éducation thérapeutique. Donc, je crois qu'on va y revenir après dans les premières questions. Alors, donc on va commencer justement sur votre programme d'éducation thérapeutique. On demande si ça existe en numérique. Alors, oui, mais moi, ce que j'aimerais dire d'abord, je vous ai présenté notre expérience et pourquoi je suis si convaincue. C'est-à-dire que moi, j'ai évolué, je ne suis plus le même médecin depuis que je fais de l'éducation thérapeutique. Mais je pense que le plus important, c'est de vous mettre en lien avec les programmes près de chez vous. Ça n'aurait pas de sens, mais vous pouvez le faire, mais ça n'aurait pas de sens de participer
en numérique un atelier à Montpellier, alors que par exemple à Metz-Mulhouse, ils font des super programmes d'éducation thérapeutique. Et c'est intéressant parce que si vous participez au programme d'ETP près de chez vous, ça ne vous empêche pas de participer aussi ailleurs, mais ça vous permet aussi de dire à votre médecin, mais moi, vous savez que je participe à un programme d'ETP qui est au CHU à 10 km d'ici, et ça m'aide beaucoup. Et donc, votre médecin, il va le proposer à d'autres patients. C'est une manière d'agir aussi pour les autres. Donc, nous, oui, on le fait en numérique, mais moi, je vous conseille d'abord de vous connecter, de demander à votre médecin généraliste, de demander à votre rhumatologue, de vous renseigner au CHU. Et normalement, les ARS, alors le site, il n'est pas toujours très fonctionnel, mais sur le site des ARS, si vous mettez éducation thérapeutique, vous avez la liste des programmes. Et évidemment, les associations de patients, elles sont toujours en lien avec les programmes. Donc, Sandrine, je vais vous laisser aussi répondre après moi pour dire comment, sur votre site ou peut-être avec le délégué régional, vous êtes au courant de tous les programmes. Après, nous, c'est vrai qu'on a la particularité, même avant le Covid, de le faire en distanciel. Donc, aujourd'hui, pour chaque atelier, on a toujours des patients qui sont présents et des patients qui participent à distance, soit parce qu'ils travaillent et ils le font de leur travail en prenant une heure ou deux de pause, soit parce qu'ils sont avec des enfants à la maison, soit parce qu'ils se sont fait opérer. Voilà. Et aussi parce qu'ils sont loin et qu'ils préfèrent éviter de faire 2 heures de route pour venir à un atelier et ils le font à distance. Si jamais vraiment ça vous intéresse, vous contactez Nadine Nadal, qui est représentante déléguée de l'Hérault. Mais Sandrine, je laisse compléter parce que vous avez la vision vraiment nationale. Oui, alors on a sur le blog Entraide une fiche qui recense un certain nombre de programmes en éducation thérapeutique en rhumatologie. Donc, il y a cette fiche sur le blog Entraide www. Non, alors on fait signe que c'est pas ça. afpentraide.org, voilà. Mais sinon, vous nous appelez, on vous enverra la fiche. Bien entendu, il y a les délégués en région qui connaissent les programmes d'ETP de la région et qui même souvent y participent, notamment quand ils sont patients experts comme Nadine. Alors, deuxième question, y a-t-il un type d'alimentation à privilégier en fonction du traitement? Alors, merci pour cette question. Je n'ai pas tout détaillé dans l'alimentation parce que ça aurait fait trop de diapositives. Dans l'alimentation, pour résumer, on a beaucoup de croyances et quoi qu'on ait, que ce soit un rhumatisme ou d'autres maladies, la première chose sur laquelle on essaye d'agir, c'est notre façon de manger. Et aujourd'hui, dans les rhumatismes, il y a des choses qui sont prouvées. C'est manger équilibré, manger méditerranéen, peut-être un peu moins de viande rouge, un peu plus de viande blanche, plus de poissons, plutôt les poissons gras comme le maquereau ou les sardines. Pas trop diminuer un peu les trucs trop sucrés. Donc, par exemple, la caricature de ce qu'il ne faut pas faire, c'est manger chez McDo tous les jours et boire un coca matin, midi, soir au goûter, au petit déjeuner. Voilà. Je n'ai pas de notion d'alimentation particulière avec les médicaments. Après, il y a l'expérience de chacun. J'ai une patiente qui m'a dit qu'en buvant de l'eau pétillante fraîche, elle avait moins de nausées avec le méthotrexate. Mais ça, c'est pas vrai pour tout le monde. J'ai une patiente, si elle mange des tomates crues, ça lui fait une poussée de polyarthrite. Mais si elles sont cuites, non. Mais ça, c'est pas pour tout le monde. Mais pour elle, c'est vrai. Donc après, vous pouvez avoir vos expériences, vous pouvez expérimenter vos croyances, vous dire, bah, tiens, je vais jeûner, même si séparément, ce n'est pas prouvé. Les régimes qu'on appelle les régimes sans. Sans, ça veut dire j'enlève tout le gluten ou j'enlève toutes les protéines de lait de vache. Ben là, ça n'a pas non plus fait ses preuves. Et quand nous, on dit ça n'a pas fait ses preuves, c'est quand on étudie sur des populations de 10 000, 20 000, 30 000 patients. Mais si votre voisin, il vous dit, bah, depuis que je ne mange plus de protéines de lait de vache, ma polyarthrite, elle est éteinte, bah, pour lui, c'est vrai. Mais moi, en tant que médecin, je ne vais pas le prescrire, je vais pas dire de faire ça aux patients parce que sur des populations, ce n'est pas vrai. Voilà. Mais en même temps, si vous avez envie de ne plus manger de protéines de lait de vache ou de tomates crues, ce n'est pas dangereux. Voilà. Donc, vous pouvez l'essayer. Mais par rapport au traitement,
comme ça, après, peut-être préciser votre question, mais moi, j'ai pas, à part l'eau pétillante fraîche, il n'y a pas d'autres trucs qui me viennent là qui pourraient jouer Sur le sur traitement. traitement et alimentation. D'accord. Alors, pour compléter, j'aurais dire que samedi après-midi, en début d'après-midi, nous avons une conférence sur l'alimentation et notamment sur les recommandations de la Société française de rhumatologie et comment les appliquer au quotidien. Ouais, bah, c'est super. Alors, c'est Anne-Gabrielle en plus avec qui on Voilà, travaille, donc on que est vous sur la connaissez même bien. longueur d'onde. Oui. Donc, en tout cas, préparez-vous pour samedi, ceux qui vont faire la conférence. Réfléchissez parce qu'on pense toujours presque à l'alimentation comme un médicament, mais réfléchissez à l'alimentation plaisir. Voilà. Et qu'est-ce qui vous fait plaisir en mangeant? Et j'espère que Anne-Gabrielle vous fera retrouver certains plaisirs dont vous vous privez peut-être ou vous fera raisonner d'abord quand je mange, je me fais plaisir et je partage avec mes proches. Alors, comment éviter les effets secondaires du méthotrexate, nausées, fatigue, perte de cheveux? Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Déjà, c'est dose dépendant. Donc, moi, ce que je fais, je commence souvent doucement. Je commence à 10, puis 15 jours après à 15, puis après à 20. Et je marque sur l'ordonnance et je le dis aux gens. Alors, j'imprime toujours la fiche méthotrexate aussi pour que les gens se. Parce que souvent, quand on prescrit un traitement, on dit aux gens 50 trucs et en partant, c'est compliqué de tout retenir. Donc, si on a des nausées, je mets par exemple, si à 10 ça va bien et en montant à 15 vous allez moins bien, ben, vous revenez à 10 et vous attendez un peu avant de remonter à 15. Ensuite, il y a aussi, donc ça c'est pour les nausées. Donc pareil, pour les nausées, moi je me dis, essayez l'eau pétillante fraîche, on ne sait jamais, ça ne coûte pas grand-chose. Ensuite, il y a la voie d'administration. Si vous mangez, par exemple, si vous mangez vos comprimés, ça passe par l'estomac, et ben, il y a plus de nausées que si vous le faites en piqûre. Le fait de le faire en piqûre, ça chinte l'estomac et il y a moins de nausées. Alors pareil, ce n'est pas vrai pour tout le monde. Mais quand même, je dirais 80-90% des gens, ils ont moins de nausées en piqûre. J'ai eu quelques patients aussi selon la marque. Il y a différentes marques de méthotrexate en piqûre. Et ben, des fois, quand vraiment le méthotrexate il marche, c'est vachement bien et que le patient il se dit c'est dommage, vraiment ça marche bien pour moi, on peut essayer de changer de marque. Alors après, après il y a des bricolages. Mais moi, je suis quelqu'un qui bricole avec mes patients. Donc ça, on n'a pas le droit de le faire, mais je le dis, c'est qu'il y a des patients, ils tiennent vraiment beaucoup à leur méthotrexate et ils ne veulent pas l'arrêter parce que ça marche vraiment bien. J'ai beaucoup de patients sous métaux et j'en ai peut-être une ou deux personnes. On a essayé, par exemple, ils avaient 20 mg ou 15, voilà, et ils font 7,5 le lundi et 7,5 le jeudi. Mais normalement, il ne faut pas faire ça parce que normalement, c'est sur une semaine. Et bien, n'empêche que chez eux, on ne prend pas de risque parce que au lieu de faire en une fois, on fait en deux fois, donc il n'y a pas de surdosage. Et ben avec ça, ils ont réussi à avoir un médicament qui marche et ils n'ont plus de nausées. Donc ça, c'est du bricolage. Donc voilà, mais c'est intéressant de montrer que des fois, on bricole parce que c'est les patients qui m'ont proposé ça. Et je leur ai dit, bah, pourquoi pas? C'est pas dangereux. Alors après, les nausées, la fatigue. La fatigue, elle est aussi dose dépendante. Et là, je pense que la voie comprimée ou subcutanée, ça joue moins que les nausées. Mais ça peut jouer. Pourquoi? Parce que si, par exemple, vous prenez 20 mg en comprimé, le tube digestif, il n'absorbe pas tout. Il y a une saturation à 15. Quand vous prenez 10 en comprimé, votre tube digestif, il absorbe tout, 10. Quand vous prenez 15, il absorbe 15. Quand vous prenez 20, il absorbe 17, 18. Et donc, si vous prenez 20 en comprimé, finalement, vous en recevez un tout petit peu moins. Si vous le prenez en sous-cutané, vous recevez tout. Et donc, le fait de l'avoir en sous-cutané, vous pouvez être un peu plus fatigué qu'en comprimé. Et après, la perte des cheveux, c'est pareil, c'est dose dépendant. Mais on peut. Moi, j'ai jamais eu de gens qui ont eu une perte de cheveux comme si on avait une chimiothérapie. C'est que les cheveux sont un peu plus cassants, fragiles. Alors,
et ils sont peut-être un petit peu plus clairsemés. Et on peut essayer des traitements par vitamines que donnent les dermatologues pour la perte des cheveux. C'est pas remboursé, c'est ça qui est un peu embêtant. Et j'ai des patients, ça marche bien, et d'autres non. Donc, ils se font une cure par mois, tous les 3 mois, ou non, une semaine, ou je sais plus. Enfin, ouais, il y a des traitements qui peuvent être prescrits. Et je crois que j'ai répondu à tout. Donc, perte des cheveux, fatigue. Alors après, la fatigue, bah, si le méthotrexate, ça vous plaît beaucoup, bah, vous pouvez agir en choisissant le jour où vous le prenez, vous pouvez vous reposer. Par exemple, les personnes retraitées, moi j'ai des patients, ils veulent être en pleine forme le week-end parce qu'ils s'occupent des petits-enfants le week-end, ils les voient, donc ils ne prennent pas le vendredi, ils prennent le lundi. Et il y a d'autres gens qui travaillent, ils veulent pouvoir se reposer le week-end, donc ils prennent le vendredi. Merci. Alors, question suivante. J'ai une PR depuis 1 an. En suivant tous vos conseils, activité physique, alimentation, ne pas fumer, puis j'espérais arrêter le méthotrexate. Ben, on peut l'espérer, on peut pas le. Mais vous, ça veut dire que vous agissez pour peut-être ça. Mais après, moi, j'ai commencé mon topo, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est pas à la place de, hein, c'est C'est ça, c'est un complémentaire. complément. Et après, donc, moi, ce que je travaillerais en éducation thérapeutique, et avec votre médecin, c'est pourquoi vous voulez l'arrêter. Est-ce que vous voulez l'arrêter parce que vous avez des nausées, vous avez mal au ventre? Est-ce que vous voulez l'arrêter parce que votre cœur, le côté émotionnel, il trouve que ça ne lui plaît pas de prendre du métaux? Est-ce que je peux comprendre, hein, vraiment? Mais je pense que déjà, bah, travailler là-dessus, sur ces deux aspects-là. Et par contre, moi, ce que je conseille aux gens, c'est pas, on ne fait pas, tiens, j'ai du métaux et je l'arrête, c'est je le diminue. Et donc, je pense en effet que si vous arrêtez de fumer, que vous faites du sport, il y a 80% de chances que vous ayez moins besoin de méthotrexate. Donc, si votre méthotrexate aujourd'hui, il est 100% efficace sur votre maladie, bah, je pense qu'il y a beaucoup de chances, si vous faites du sport, que vous faites tout ce qu'on a dit, que vous en ayez moins besoin. Par contre, il se peut qu'aujourd'hui, je ne sais pas, votre méthotrexate il soit efficace à 80% et qu'en arrêtant de fumer, en faisant du sport et tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, il soit efficace à 95% et que finalement, vous n'ayez pas envie de le diminuer. Parce que vous aurez aussi travaillé le côté comment je vis mon traitement, comment j'en parle à mon médecin et à mes pairs. Merci beaucoup. Alors, docteur Fabre, l'heure tourne, mais on a encore beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut déborder un petit peu sur le temps et Oui, est-ce un que petit vous peu. pouvez prendre Après, il quelques faut que j'aille faire questions? à manger aux enfants. Alors, 2 questions. D'abord, je fume la cigarette électronique. Est-elle aussi nocive que le tabac? Non, elle est moins nocive. Moins Mais là, nocive. j'avoue, je ne suis pas à jour. Je ne sais pas s'il y a eu des études. Il y a dû en avoir, mais je ne les connais pas. Est-ce qu'il y a eu des études sur cigarettes électroniques et rhumatisme? Sûrement. J'en ai pas entendu parler en tout cas. Sandrine, peut-être vous, vous en avez entendu parler, mais en tout cas, c'est sûr que c'est moins mauvais que le tabac. Sandrine, vous avez des infos Non, là-dessus? moi, j'ai pas Hmm. d'informations, mais Mais en tout cas, le tabac, ce qui se passe, c'est que le tabac provoque une inflammation chronique localisée dans les poumons. À force de créer cette inflammation dans les bronches, qui peut favoriser un cancer, mais ça peut aussi favoriser des anticorps anti-CCP. Et à un moment donné, il y a une exportation de l'inflammation locale vers le systémique et après vers les articulations. Donc en tout cas, je pense que si vous avez envie d'avoir une étape cigarette électronique, c'est une bonne idée pour essayer d'arrêter. Et après, peut-être demander aux professeurs qui font les autres conférences s'ils ont la réponse à cette question. Moi, je ne la sais pas. d'accord. Alors, on a beaucoup aussi de réactions ou de questions sur l'activité physique. Par exemple, quand on est épuisé par la douleur chronique et le sommeil non réparateur, dur de faire du sport. Ou quel sport conseillez-vous avec une spondyloarthrite? Ou comment rester suffisamment actif avec une prothèse de hanche? Donc, si vous Alors, avez quelques... d'ailleurs, j'ai fait exprès, je n'ai pas parlé de sport. J'ai parlé d'activité physique. Donc ça, c'est propre à chacun. D'abord, il faut que ça vous plaise. Il faut que vous en sentiez capable. Mais des fois, on hésite. On se dit, est-ce qu'il vaut mieux que je fasse ou il vaut mieux que je me repose? Bah, il vaut mieux faire. Donc, par exemple, une activité physique, ça peut être, euh, je vais faire mes courses, et ben, je vais me garer un peu plus loin pour marcher un peu tranquillement jusqu'au magasin.
et pour acheter ma baguette qui n'est pas lourde, et je ne vais pas me garer devant en voiture. Je vais au boulot, et le jour où j'ai le temps, pas tous les jours, je descends un arrêt de tramway plus tôt et je finis le dernier arrêt en marchant. Au travail, et moi je le fais aussi, hein, y a des jours je suis crevée, je prends l'ascenseur, mais la majorité du temps, j'essaie de prendre les escaliers. Je me dis, bah tiens, est-ce que 2 fois dans la semaine, pour aller au travail, je ne peux pas y aller en vélo électrique? Voilà, et c'est plus dans son quotidien faire des activités. Et après, ça c'est propre à chacun, mais quand on dit on est épuisé, bah, si on est complètement épuisé, bah non, on ne fait rien, on prend la voiture, on prend l'ascenseur. Mais si on est ce jour-là peut-être un tout petit peu moins épuisé, eh ben, peut-être qu'on peut faire de l'activité physique avec le kiné, de la balnéothérapie, où c'est chaud, où c'est bien, où on fait de l'elliptique qui est tout doux. On peut faire aussi en piscine municipale, où on peut aller nager à la mer. Et n'empêche que peut-être que comme on dort mal, parce qu'on s'est bougé un peu, et ben là, on va un peu mieux dormir. Quand on a une spondylarthrite, ce qui est important, c'est tout ce qui lutte contre la raideur. Donc, toutes les activités physiques sont bonnes de toute façon, mais c'est vrai qu'on aime bien la natation parce qu'on se fait moins mal, et puis il y a un travail d'ampliation thoracique, de respiration avec la natation, mais le yoga, le pilate, mais en fait, tout est bien du moment que ça vous plaît. Par exemple, moi, j'adore l'activité physique, mais je déteste le sport en salle. Je déteste ça. Donc, je vais au travail à vélo, même être enfermée dans une voiture, j'aime pas. Donc, j'y vais en vélo, je vais courir ou marcher dans la forêt, voilà. Donc, mais d'abord, c'est comme l'alimentation, c'est pas du sport médicament, c'est de l'activité physique plaisir. Et puis, intégrer à votre quotidien, parce que ça fait du temps en plus quand on travaille ou qu'on s'occupe des petits-enfants et qu'on doit faire le ménage. Et même le ménage, c'est une sorte d'activité physique, quelque part, selon comment on l'a fait. On met un peu de musique et puis on danse en même temps, et ben ça, c'est de l'activité physique. Alors, une dernière question. Quels sont vos conseils pour que les douleurs et la fatigue chronique liées à la maladie ne me mettent pas à l'arrêt? Arrêt des activités sportives, fatigue, manque de motivation. Alors, je suis désolée, je n'ai pas été attentive. Je n'ai Alors, pas bien compris la question. elle est un peu longue en plus. Quels sont vos conseils pour que les douleurs et la fatigue chronique liées à la maladie ne me mettent pas à l'arrêt, et c'est-à-dire à l'arrêt des activités sportives? Voilà, c'est une personne qui visiblement est fatiguée et manque de motivation. Je pense que la motivation, d'abord, voilà, ce que je disais, c'est qu'il faut partir du plaisir. Si vous prenez une petite feuille, un petit stylo, qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme activité physique? Et attention, pas sport comme activité. Ce qui peut vous faire plaisir, c'est d'aller marcher avec une amie. Alors, il y a un truc, c'est vous faire offrir un chien. Il y a des gens qui, depuis qu'ils ont leur chien, ils vont marcher 3 fois par jour. Ça, c'est génial. Ça peut être accompagner ses petits-enfants à l'école. Donc, d'abord, partir du plaisir. Qu'est-ce qui vous fait plaisir comme dans le bouger et pas le sport, hein. Et ensuite, je pense que, bon, ça dépend des gens, mais la majorité des gens, c'est beaucoup plus sympa en groupe. Donc, ça peut être en club, dans une assoce, dans un programme d'éducation thérapeutique. Ensuite, il faut se faire accompagner. Moi, j'ai plein de patients. Ça a été un traumatisme d'aller directement dans un club de sport parce qu'ils ne supportaient pas le regard des autres, de ne pas être capable de se tenir sur ses poignets, d'avoir la remarque de la prof de yoga qui ne comprend rien, qu'on arrive, allez, fais un effort et on n'arrive pas à s'appuyer sur ses poignets parce que ça fait trop mal. Donc, les activités physiques adaptées, c'est très bien. Et moi-même, j'ai eu une sciatique. Au début, j'étais motivée, mais après, j'en avais marre. Et en fait, j'avais un kiné qui était très sympa et très beau. Donc, il faut trouver des soignants sympas. Voilà. Et j'y allais avec plaisir. On avait des discussions sympas. Donc, si déjà, vous avez un kiné qui n'est pas sympa, changez de kiné. Voilà, il faut que ça fasse plaisir. Alors, plus de questions, mais parmi les commentaires de nos internautes, nous avons de nombreux remerciements. Alors, je vais vous les lire parce que c'est assez, ils sont très nombreux et puis je pense que vous méritez bien après tous les conseils que vous leur avez donnés. On a vous êtes top, ça fait du bien de vous entendre. Eh bien, super, un franc-parler qui fait du bien. Merci, docteur Fabre. Merci, docteur. Conférence très intéressante. Vous donnez tellement envie pour ces ateliers de TP. Merci pour cette présentation franche et dynamique. Merci pour votre souci du patient, une grande humanité et simplicité.
Donc, alors, à mon tour, voilà, à mon tour, je vous remercie au nom de l'association et pour toutes ces informations et puis aussi ces réactions que vous suscitez auprès de nos patients. Je pense que ce qui est important, c'est que tout ce que vous avez apporté comme conseil, ce sont des choses vraiment pratiques et utiles au quotidien. Et effectivement, nous, à l'association, on aime bien ces choses qu'on peut mettre en place dans la vie de tous les jours. Et c'est un peu dans cet esprit qu'on a édité une nouvelle brochure qui s'appelle Polyastuces et qu'il est possible de télécharger sur la plateforme du salon. Cette brochure rassemble de nombreuses astuces et des conseils de professionnels et de malades pour justement mieux gérer la maladie au quotidien dans des situations qui parfois sont difficiles. Donc, rendez-vous sur cette plateforme pour télécharger la brochure. Et puis, les internautes qui nous regardent et qui ne sont pas adhérents à l'association, donc ne connaissent pas notre revue Polyarthrite Info, peuvent aussi télécharger un exemplaire de notre revue. Alors, le numéro qui est en ligne concerne le stress et les poussées. Donc, je les invite à découvrir ce qu'on fait à l'association. Donc, je vous souhaite à tous une bonne lecture et je vous donne rendez-vous demain à 18h30 pour une conférence sur le ras-le-bol quand la maladie prend trop de place. Donc, ça fait bien la suite de la conférence d'aujourd'hui. Et je serai en compagnie du docteur Emmanuel Dernis-Labousse, rhumatologue, et de Caroline Blot, psychologue, et toutes les deux viennent du centre hospitalier du Mans. Merci encore, Madame Fabre. Oui, allez-y. Je voulais vous demander, je ne sais pas combien il y avait de personnes qui étaient connectées ce soir. Alors, on ne l'a pas en direct, mais on passe par une plateforme et on aura les chiffres demain et on se fera un plaisir de vous le communiquer. Oui, ça fait toujours plaisir de pouvoir aider les gens. Et puis, moi, je voulais remercier les patients parce que vous dites beaucoup d'humanité, mais vous savez, c'est passé parce que par les patients qui ont osé me dire des fois que j'étais des fois pas assez à l'écoute ou que j'étais trop dans mes trucs de docteur. Et moi, j'ai beaucoup évolué parce que j'ai eu des patients formidables qui m'ont fait évoluer, voilà, changer. Et c'est vraiment un bel échange. Donc, merci à vous tous. Merci beaucoup. Bonsoir à tous.